la fracture sociale, on en parle depuis 20 ans. Et elle est essentielle et elle reste là. Et oui, on ne peut pas faire réussir le pays si ça n'est la réussite que de quelques-uns. On recommence avec 100 ans de retard. C'est quoi? Pourquoi qu'on n'attaque pas les financiers, les banquiers? C'est eux qui ont l'argent, pas nous. Là, je pense que ce que moi j'attends personnellement, c'est que le dialogue soit rouvert et qu'il y ait des négociations à nouveau. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Patrick Artus. Mais avant toute chose, je tiens à saluer au nom de toute l'équipe Isegoria 2017 tous les nouveaux étudiants ici présents ce soir au Densa Business School. Les premières années, bienvenue à vous, les AFT, les ingénieurs et tous les étudiants étrangers. Soyez donc les bienvenus au sein de notre grande et belle école de management. Enfin, je remercie chaleureusement toute l'équipe d'Isegoria 2017 pour son application et son enthousiasme, ainsi qu'Odensa Business School pour ses conseils et son soutien précieux à la réalisation de nos événements. Le monde et l'Europe bougent avec des idées, et pas seulement avec des rapports de force. Voici les mots que Jacques Delors prononça le 12 juin 1987 lors de la création du programme Erasmus. Depuis, ce n'est pas moins de 5 millions d'étudiants qui en ont profité. En France, rien que l'année dernière, ils étaient 63 000 à partir. Erasmus est donc le symbole d'une Europe ouverte à tous, concrète et efficace. Pourtant, en 2017, année du 30e anniversaire d'Erasmus, 44% des 18-35 ans restent défavorables à l'Europe en France. Et ce mécontentement n'est pas que français. La Grande-Bretagne avec le Brexit, la Pologne, la Hongrie et aujourd'hui l'Allemagne, où le parti anti-européen AfD a obtenu un score record de 12,6% aux élections législatives de dimanche dernier, illustrent un certain désenchantement de l'Europe. Et ce désenchantement persiste. Chômage de masse au Sud, malgré les cures d'austérité, crise migratoire face à laquelle les pays européens peinent à trouver un accord, rejet de la bureaucratie bruxelloise, et j'en passe. Monsieur Patrick Artus, dans votre dernier ouvrage, Euro par ici la sortie, coécrit avec Marie-Paul Virard, vous ajoutez que, pour l'homme de la rue, l'Europe s'est incarnée pendant près de 20 ans à travers 2 décisions très concrètes qui lui ont facilité la vie. La libre circulation des hommes avec l'espace Schengen et la création de l'euro. Or, ces 2 symboles sont en crise. Ainsi, face à ce sombre tableau, le charme télégénique d'Erasmus ne pèse finalement pas bien lourd. Pourtant, lorsque l'on regarde la situation au niveau mondial, la croissance a repris autour de 2% par an et on assiste à un redressement du commerce international. L'Europe, quant à elle, connaît aussi une amélioration de sa conjoncture économique de par cette reprise du commerce international, des taux directeurs de la BCE maintenus très bas et d'un euro faible. Mais il se pourrait pourtant que nous n'arrivions pas à saisir ces opportunités. Car les problèmes structurels en France et en Europe demeurent. Pour l'une, la faible compétitivité de coûts, la faiblesse des gains de productivité, la défaillance de nos systèmes de formation qui se traduit par le chômage chez les jeunes que l'on sait. Pour l'autre, l'absence de coordination pertinente de politiques économiques, la disparition de la mobilité du capital ou encore la défaillance du grand marché unique commercial et financier entretiennent l'hétérogénéité entre les pays membres. Il est donc grand temps de se saisir de ces faiblesses pour entreprendre des réformes. Car pour vous, Monsieur Patrick Artus, une autre Europe est possible. Il ne s'agit pas d'en sortir, mais de la refonder.
Parmi les économistes, Alain Cotta, Joseph Stiglitz ou Milton Friedman par exemple, la tentation de rupture face à l'Europe est forte. Mais vous, monsieur Patrick Artus, croyez plutôt en des réformes. Diplômé de l'école polytechnique, de l'ENSAE et de Sciences Po Paris, vous débutez votre carrière en 1975 à l'INSEE. Vous rejoignez ensuite, en 1980, le département d'économie de l'OCDE, puis devenez directeur des études à l'ENSAE. Actuellement chef économiste de Natixis et professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, vos nombreux ouvrages, recherches et chroniques rencontrent un grand succès. C'est donc avec un immense honneur que je vous laisse la parole pour répondre à ces questions. Quelles réformes économiques, politiques et sociales pourrions-nous entreprendre pour la France et pour l'Europe? Je vous en prie, monsieur, la place est à vous. Merci beaucoup de cette introduction. Bonsoir à tous. Quand nous avons réfléchi au sujet de ce soir, on a voulu effectivement parler à la fois de la France et de l'Europe. Évidemment, il y a des liens, mais évidemment aussi, ce sont deux sujets qui parfois se séparent. Donc je vais être obligé en fait de faire deux parties. Une partie où je parlerai profondément, il me semble, de ce qu'il faudrait changer dans le fonctionnement économique de la France. Et peut-être ceci permet de se demander quelles sont les réformes qui y parviendraient et si les réformes qui vont être mises en place aujourd'hui sont suffisantes, sont les bonnes réformes de ce point de vue. Et puis je viendrai à l'Europe où je vous exposerai ma vue du problème profond de l'Europe qui me semble que à la construction de l'euro, puisqu'il s'agit en fait plus d'un problème de l'euro que d'un problème de l'Europe, il y a eu un défaut de réflexion tout à fait clair sur les conditions de succès d'une union monétaire et un défaut de réflexion et même des erreurs assez graves d'analyse qui ont été faites et qui ont entraîné les institutions européennes dans une direction qui aujourd'hui nécessite qu'on les change et comme vous savez, ceci est extrêmement compliqué. Donc voilà, je vais essayer d'être pas trop long, je crois que l'intérêt c'est de débattre, donc préparer des questions vachardes et je commence donc par la France. On pourrait parler très longtemps. Je voudrais juste me concentrer sur quelques points et peut-être vous donner un certain nombre d'éléments d'information, d'ailleurs aussi sur la France, qui sont peut-être pas tous connus, et sur les problèmes structurels, les problèmes compliqués de la France. Peut-être y a-t-il des choses que vous n'avez pas vues décrites complètement jusqu'à présent et qui sont peut-être pas tellement discutées dans le champ public ou dans les médias. Alors, je vais dire aussi des banalités, mais évidemment, il faut aussi redire très rapidement que des banalités. Alors, j'ai repéré 7 problèmes majeurs. Donc, je vais les passer en revue, ce qui est un peu fastidieux, mais ce sont des choses qui sont assez importantes. Il y en a, je vais aller très vite, parce que ce sont des problèmes qui sont tout à fait bien connus et tout à fait, je dirais, déjà bien intégrés dans la réflexion. Le premier, évidemment, c'est le problème budgétaire. Je voudrais juste en dire un mot. Parce que je pense que dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, ceci va être une des parties les plus difficiles. Aujourd'hui, on peut résumer la situation budgétaire de la France de cette manière-ci. La ligne grise, c'est le déficit public en pourcentage du PIB. Donc vous voyez, cette année, 3% du PIB. Et la ligne rouge, c'est le déficit public qu'il faudrait que la France ait pour que le taux d'endettement public n'augmente plus. Donc reste à peu près à 100%. Et vous voyez qu'il y a un petit point de PIB d'écart, c'est-à-dire 20 milliards d'euros. Et dans le même temps, le gouvernement nous dit qu'il va baisser un certain nombre d'impôts, très fortement, la taxation des revenus du capital, l'impôt sur les fortunes, les cotisations sociales sur les plus bas salaires, j'y reviendrai, qu'il va augmenter un certain nombre de dépenses, des dépenses d'investissement public. Mon ami Jean Pisani a présenté hier le programme d'investissement du gouvernement, qui s'ajoute à 10 milliards qui avaient déjà été décidés dans le domaine des nouvelles technologies. Et donc, quand vous ajoutez tout, vous trouvez qu'on va, en moyenne sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, puisque tout ceci sera fait, je crois, on va avoir un supplément, des baisses d'impôts qui, au total, représentent à peu près 40 milliards d'euros en année pleine.
On va avoir une augmentation des dépenses d'investissement public qui représente une grosse dizaine de milliards d'euros, hein, donc 12 peut-être milliards d'euros, donc 40 milliards d'euros de baisse d'impôts, 12 milliards d'euros de hausse des investissements publics dans la formation, dans les nouvelles technologies, dans la digitalisation, dans les énergies renouvelables, des choses qui sont relativement indiscutables, et une vingtaine de milliards d'euros de nécessité de réduction du déficit public pour stabiliser l'endettement public. Donc vous faites 40 plus 12 plus 20, ça fait 72. 72 milliards d'euros, c'est plus de 3 points de PIB. Hein. Et donc ce programme nécessitera que par ailleurs on réduise les dépenses publiques, puisqu'il n'est pas question évidemment d'augmenter encore les impôts. Hein. Vous voyez ici la pression fiscale en France par rapport à la pression fiscale dans le reste de la zone euro. La France a déjà une pression fiscale qui est de l'ordre de 7 points de produit intérieur brut plus forte. Hein. Et donc il est hors de question d'ajuster les budgets ou de financer des dépenses en montant les impôts. Donc il va falloir que la France baisse ses dépenses publiques pour financer ses baisses d'impôts, ses hausses d'investissement et la réduction du déficit on vient de le calculer, à peu près 3 points de PIB, c'est-à-dire 60 milliards d'euros. Ceci est un travail absolument considérable dont on envisage aujourd'hui, il me semble, sur lequel on ne réfléchit pas assez. On ne peut pas réduire de 60 milliards d'euros les dépenses publiques en mettant un peu à la diète les aides au logement, les collectivités locales, le système de santé. Ceci ne peut se trouver que dans une réforme extrêmement profonde de l'État qui consiste, comme on l'a vu dans d'autres pays qui ont déjà fait ça dans le passé, à ce que l'État arrête de fournir un certain nombre de services et transmette ces services au secteur privé. Et donc, il faut que l'État se désengage d'un certain nombre de productions et de fournitures de services pour réduire le champ de l'État et permettre cette énorme réduction qui va être nécessaire des dépenses publiques. Et ça, c'est un dossier qui va être extraordinairement difficile. Et c'est un dossier sur lequel nous n'avons aujourd'hui aucune indication stratégique de la part du gouvernement ou du président de la République. Et ça sera vraiment une des choses cruciales. Et c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'on va devoir passer d'une logique de petites économies bricolées, qui est encore la logique avec laquelle on vit aujourd'hui, à une logique de réflexion profonde sur le champ de l'État. Où est-ce que s'arrête l'intervention de l'État? Où est-ce que commence le secteur privé? Qu'est-ce que le secteur privé fait mieux que l'État? Et c'est une réflexion extrêmement importante que nous allons devoir avoir. Et on pourra en discuter tout à l'heure. Et je crois que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'on ait de façon extrêmement sérieuse cette réflexion sur l'efficacité relative de l'État et du privé pour fournir un certain nombre de services à la population. Le deuxième sujet, évidemment majeur en France, que vous connaissez tous, c'est la réindustrialisation, qui est nécessaire à un pays sans... Alors il y a eu, vous savez, des débats sur le fameux le fabless country, le pays sans usine. On sait aujourd'hui, enfin on a tous compris, il me semble aujourd'hui, qu'un pays sans industrie, je vais revenir dans une seconde, était un pays en grande difficulté. Alors il faut comprendre industrie au sens le plus large. Il ne s'agit pas de l'industrie manufacturière traditionnelle. Dans l'industrie, il y a tout ce qui s'exporte en gros. Donc il y a plein de services. Il y a les médias, les jeux vidéo, la banque, vous voyez, il y a le tourisme. Enfin, c'est bien plus large que l'industrie traditionnelle, mais appelons ça industrie. L'industrie vous permet d'importer, parce que c'est l'industrie qui exporte. L'industrie est l'endroit où on fait beaucoup de progrès techniques et de gains de productivité, à nouveau dans cette définition très large. Google, c'est de l'industrie. C'est pas des... Et l'industrie crée des emplois qualifiés. Donc il faut absolument essayer de conserver une industrie d'une taille suffisamment élevée. Or, nous avons évidemment un gros problème. Ce que vous voyez en rouge, c'est la capacité de production de l'industrie en France. Vous voyez qu'elle est 10% plus basse qu'il y a 15 ans, et que l'emploi dans l'industrie, et j'y reviendrai dans 3 minutes, est 25% plus bas qu'il y a 15 ans. Donc on est dans un processus de désindustrialisation massive, avec évidemment tous les ennuis induits sur notre capacité à exporter. Regardez la balance commerciale de produits industriels, sur le niveau de gamme de notre économie, sur les niveaux de salaire, sur l'intérêt des emplois. Et donc on a un problème massif de désindustrialisation. Alors bien sûr, tout le monde parle de réindustrialisation. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Le monde est en train de devenir une économie de services. Quand vous regardez ce qui fait la croissance mondiale aujourd'hui,
9 dixièmes de la croissance mondiale, c'est la croissance des services. Ceci vient du vieillissement, ceci vient de l'élévation du niveau de vie, de la saturation du besoin en auto, en produits industriels, en auto, en biens d'équipement des ménages. Si vous êtes un Chinois habitant à Pékin, si vous achetez une voiture, compte tenu des problèmes de pollution et des réglementations, vous allez la mettre dans votre salon pour la regarder, ce qui n'est pas extrêmement utile. Et donc, le monde se déforme vers une économie de service, ce qui veut dire que le nombre d'endroits où on produit de l'industrie, des produits manufacturés, devient de plus en plus faible, puisque le gâteau industriel, la demande de produits industriels, devient elle-même de plus en plus faible. Et donc, réussir à être un des endroits dans le monde où on va produire encore des produits industriels devient beaucoup, beaucoup plus compliqué que dans le passé. On sait ceux qui y arrivent, la Chine, l'Allemagne, le Japon. Il y a beaucoup de pays qui n'arrivent pas et qui perdent leur industrie, la France, l'Italie, les États-Unis. Donc c'est quelque chose qui est... Et donc ça va être extrêmement compliqué de réindustrialiser ou même d'arrêter la vitesse, cette dynamique de désindustrialisation. Évidemment, l'industrie, après, dépend... Notre capacité à industrialiser dépend d'un couple. C'est le couple entre les coûts de production et le niveau de gamme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux aussi dire un mot. Ce que vous avez ici, ce sont les niveaux de coûts dans l'industrie. Vous voyez la ligne rouge qui est la France. Tout en haut, vous avez l'Allemagne. Et puis juste en dessous de la France, vous avez l'Italie. Et tout en bas, l'Espagne. Donc l'Espagne est nettement moins chère que la France. Mais vous voyez que l'Allemagne est plus chère que la France. Donc on pourrait se dire, bon, notre situation n'est pas dramatique. Nos coûts de production dans l'industrie sont plus faibles que ceux des Allemands. Mais il ne faut pas oublier différentes choses. Et je reviendrai sur ça après. La première, c'est que ces coûts s'appliquent, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais je voudrais les mentionner dès maintenant, à une population active en France qui a un énorme problème de compétences et de qualification. Ce que vous avez ici, c'est l'enquête PIAC. Alors, vous connaissez sûrement tous PISA, qui est l'enquête PIAC, c'est le PISA des vieux. Et donc, c'est exactement les mêmes questions. Il faut savoir faire 3 bouts de maths, lire un peu et ouvrir un ordinateur. Et c'est fait sur l'ensemble de la population active. Et ce que je vous ai mis là, c'est le score PIAC, donc ces questions de compétences sur l'ensemble de la population active, qui sont faites sur les 30-60 ans, pour les 25% dans chaque pays en bas de la distribution, c'est-à-dire pour les personnes les moins qualifiées. Et si vous cherchez la France, il faut monter d'en bas. Vous voyez, il y a l'Italie, l'Espagne et la France dans un mouchoir, avec d'ailleurs les États-Unis. Donc on a le record des France, Espagne, Italie, dans la zone euro, des 3 pays qui ont le niveau de compétence le plus bas de la population active, parce que c'est vrai aussi pour l'ensemble, et c'est encore plus vrai pour les peu qualifiés. Nous avons un problème absolument épouvantable de qualification, et encore plus, à nouveau, de qualification des moins qualifiés. Et ça, évidemment, quand vous avez des coûts de production élevés, ce problème de qualification est tout à fait sérieux. Et la seconde chose qui est évidemment très sérieuse aussi. Ce que vous avez là, c'est le degré de robotisation. Donc, c'est le nombre de robots pour 100 emplois dans l'industrie. Ces données de robots, d'ailleurs, sont utilisées de façon extraordinaire. J'en dirai aussi un mot tout à l'heure. On a des données de robots extrêmement précises, y compris ville par ville. Donc, on sait faire des choses extrêmement détaillées. Donc, si vous prenez juste la dernière colonne, qui est 2016, ce que vous avez, donc, c'est le nombre de robots pour 100 emplois industriels. Et vous voyez que dans tous les pays que nous avons là, la France est assez nettement le pays où ce nombre de robots est le plus bas. On a un capital industriel qui est extrêmement peu moderne, extrêmement peu robotisé. On a une très faible pénétration des nouvelles technologies dans le monde de l'industrie en France. Et donc, vous avez une industrie qui est chère, qui utilise une population peu qualifiée et qui a très peu modernisé son capital. Évidemment, les choses sont corrélées entre elles, puisqu'une des raisons pour lesquelles l'industrie ne modernise pas son capital, ce sont les problèmes de compétences de la main-d'œuvre qui font que certains industriels, et même beaucoup, hésitent à passer à des équipements compliqués parce qu'ils pensent que leurs salariés ne sauraient pas s'en occuper, qui est quelque chose d'assez horrible dans les interactions. Mais il y a d'autres explications. Et il y a, on peut le dire ici, parce qu'il y a une explication aussi, il me semble, qui est l'incompétence non seulement des salariés, mais du monde des entrepreneurs en France. Geoffroy Roux de Bézieux, vous savez, qui est le numéro 2 du MEDEF, a dit un jour « les patrons français sont nuls ». Donc si le MEDEF le dit, on peut le répéter. Et donc il y a un vrai problème de sociologie des entrepreneurs qui n'osent pas se moderniser, qui
qui n'osent pas exporter, qui n'osent pas développer de nouveaux produits, qui n'osent pas faire de recherche, etc. Et qui, du coup, ne pensent même pas à requalifier leurs salariés. Tout ça fait que la réindustrialisation de la France, dont tout le monde parle tous les jours, ne se fera pas si facilement que ça. Vous partez d'un point de départ qui est catastrophique, quoi. Je veux dire, hein, vous avez, pour faire simple à nouveau, hein, on prend toujours des images dans l'industrie automobile. L'industrie française, c'est ce qui se passe dans l'automobile. Hein, on essaie de produire des Renault avec les salaires de Mercedes, quoi. Hein, et donc évidemment, c'est pas très simple, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire. Donc je pense que la réindustrialisation posera d'énormes difficultés. Alors je reviens pas là-dessus. Point suivant, qui est extrêmement important, mais qui va probablement se régler. Nous avons un problème majeur, particulièrement sur le marché. Il faut comprendre ceci. Le problème de chômage, c'est un problème de chômage des non qualifiés. Hein. Et donc, il ne faut pas mélanger tous les objectifs. La réindustrialisation n'a pas comme objectif de revenir au plein emploi. L'industrie, même dans les pays où l'industrie est très grosse et en bonne santé, comme l'Allemagne, comme la Suède, etc., ne crée pas d'emplois. Elle fait trop de progrès de productivité pour créer des emplois. Et donc, l'objectif industriel, c'est un objectif de montée en gamme, de génération de revenus, d'équilibrage du commerce extérieur. L'objectif de plein emploi n'a pas grand-chose à voir avec l'industrie. L'objectif de plein emploi, c'est l'objectif d'être capable de ramener à l'emploi les personnes les moins qualifiées. Hein. Et quand vous regardez le taux de chômage par niveau d'éducation en France, mais c'est vrai dans tous les pays, vous voyez quelque chose qui est assez intéressant et qui d'ailleurs est très important dans le débat sur la politique fiscale. Les salariés les plus qualifiés, donc le tiers des plus qualifiés, vous voyez la colonne marquée enseignement supérieur, hein, c'est des statistiques que fabrique l'OCDE, a un taux de chômage qui est pratiquement tout le temps le même. Hein, c'est toujours en gros à peu près 5%, et ces 5%, alors dans les très bonnes années c'est 4,7, dans les mauvaises c'est 5,7, mais enfin c'est 5 et ça varie très très peu avec le cycle. Hein. Et 5%, c'est pratiquement le chômage incompressible hein, pour les salariés les plus qualifiés, enfin pour le tiers le plus qualifié des salariés qui ont le droit de changer d'emploi, etc. Et puis le chômage, c'est un chômage, vous voyez, c'est la colonne de gauche, c'est le tiers le moins qualifié. Donc ça correspond aux personnes qui n'ont pas le bac, dans le cas français, mais ça, sur des statistiques internationales. Donc c'est moins qu'avoir fini la high school, quoi. Hein. Et vous voyez qu'il y a 16% de chômeurs dans cette catégorie et que c'est là que vous avez la variabilité cyclique du chômage. Donc le chômage, si on veut réduire le chômage en France, il faut créer des emplois pour les moins qualifiés. Hein. Et donc c'est un problème extrêmement différent que de créer des emplois qualifiés dans l'industrie, qui est là un objectif de niveau de vie. Hein. Et donc évidemment, le problème ici, c'est un problème de qualification, on vient d'en parler, et c'est évidemment un problème de coût du travail. Ce que vous avez là, c'est le salaire minimum en pourcentage du salaire médian, c'est-à-dire du salaire de l'individu qui a 50% de la distribution des salaires. Alors, je n'ai pas mis tous les pays. L'Allemagne a un salaire minimum que depuis 2014. Hein, ça date de la grande coalition entre la CDU et le SPD. Et vous voyez que la France a un salaire minimum qui est extrêmement élevé par rapport aux autres pays, ce qui évidemment tue une quantité incroyable d'emplois peu qualifiés, qu'on a corrigé partiellement en baissant les impôts sur les salariés les moins qualifiés, ce que Macron va continuer à faire, hein, parce qu'en 2019, on va encore enlever 10 points de cotisation sociale, dont 4 points particulièrement sur les moins qualifiés, sur les salaires les plus bas. Mais vous voyez qu'on est dans une manipulation qui est extrêmement bizarre. On paye trop en salaire les personnes les moins qualifiées. Donc, pour éviter le chômage des peu qualifiés, on subventionne des entreprises pour qu'elles les embauchent. Hein. Donc, on met de l'argent public parce qu'on n'ose pas toucher au fait que le salaire minimum est trop haut, alors que la bonne réforme consisterait à baisser le salaire minimum et à le remplacer par un transfert public, par un revenu. Alors, vous savez, quelque chose s'appelle en France le revenu d'activité, hein, qui est un revenu qu'on donne aux salariés, aux personnes qui ont les revenus les plus bas. Alors, c'est pas le revenu universel qui, évidemment, toucherait beaucoup plus de personnes, et ça serait évidemment extrêmement efficace de faire ça, hein, d'enlever aux entreprises la charge de soutenir les plus bas revenus. Et faisant ça, on créerait des tonnes d'emplois. Mais comme on n'ose pas le faire, on utilise la technique très habituelle en France qui consiste à mettre de l'emploi public pour corriger des distorsions liées aux réglementations, aux normes, etc., ce qu'on fait ici. Donc on a un très gros problème en France de joint hein, de compétences et de coûts du travail, particulièrement pour les non-qualifiés qui fabriquent le cœur du chômage.
Alors ça, j'en ai parlé. Sur les jeunes, je vous rappelle, une chose que vous savez tous, mais vous savez que l'OCDE a créé un peu de panique il y a quelques années en sortant cette série qui s'appelle les NEETs, hein, no Employment, No Education, No Training. Donc en France, on dit les décrocheurs. Hein, en fait, c'est les jeunes déscolarisés, sans emploi, sans diplôme, sans formation. Le taux de NEETs, vous voyez, alors il est extraordinairement élevé en Italie. En Espagne, il est assez cyclique. Hein, donc la situation espagnole, c'est... Et puis vous voyez la France, hein, on a quand même un niveau qui est tout à fait anormal. On a 17,5% de jeunes qui décrochent. Donc ça, c'est les 15-29 ans. Il y a à peu près 750 000 jeunes hein, chaque année dans une génération. Donc vous avez 15% de ces 750 000 jeunes, donc ce qui doit faire 120 ou 130 000 jeunes, tous les ans, qui sortent du système éducatif absolument sans rien, quoi. Et évidemment, après, on les suit au cours de leur vie, et ce sont des personnes qui ont des problèmes d'emploi chroniques tout au long de leur vie. On fabrique du chômeur à vie, quoi. Et donc on a un système éducatif en France qui fabrique 17% de chômeurs à vie chez les jeunes, quoi, ce qui est quand même un truc pas complètement rassurant. Alors on peut se rassurer en se disant c'est pire en Espagne, mais c'est quand même pas très satisfaisant comme réponse. Et vous voyez que c'est 2 fois plus qu'en Allemagne ou au Japon à peu près. Évidemment, il y a partout un problème de jeunes qui décrochent, mais vous voyez qu'il est beaucoup plus faible dans les pays qui ont des systèmes éducatifs, par exemple avec de l'apprentissage et de l'alternance beaucoup plus développés comme l'Allemagne ou le Japon. Donc ça, c'est un problème horrible parce que vous créez la base du chômage structurel du futur. Ces jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans, ce seront les chômeurs structurels, c'est-à-dire les gens qui auront toujours énormément de mal à trouver des emplois stables. Hein, et donc, on fabrique une espèce de socle de chômage incompressible pour les décennies futures à cause de cette fabrication de déscolarisés chez les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer tout de suite. Et le message d'espoir, c'est que si vous arrivez à le changer tout de suite, vous allez améliorer la qualité de la population active dans 35 ans, quoi, en gros. Hein, mais évidemment, c'est quelque chose qui est horrible. Et alors, le dernier point que je voulais mentionner, ça c'est le sujet de mon prochain livre, parce que ça me paraît un point absolument central. Et puis, comme ça, je fais de la pub un peu tôt, parce qu'il n'est absolument pas disponible encore, mais il va être vachement bien. C'est la fameuse question de ce qu'on a décidé d'appeler horriblement la bipolarisation. Et ça, alors, je parle de la France, mais on pourrait parler de tous les pays. Et ça se relie avec ce qu'on vient de dire avant. Vous avez des économies où, l'industrie maigrit. N'oubliez pas que l'industrie tire énormément de services. Hein, la consommation de services par l'industrie, c'est presque aussi gros que la valeur ajoutée de l'industrie. Hein. 2, si on crée des emplois pour faire baisser le chômage, c'est forcément des emplois peu qualifiés, puisque les chômeurs sont peu qualifiés. Et 3, la demande pousse à créer des emplois peu qualifiés. La question quiz, c'est quels sont les secteurs économiques qui ont créé, alors dans tous les pays, mais parlons de la France, qui ont créé des emplois l'année dernière, ou dans les 12 derniers mois. En France, dans l'ordre, c'est la sécurité. Donc la sécurité, c'est les gens qui gardent les Galeries Lafayette hein, pour qu'il n'y ait pas d'attentat. Explosion des emplois dans la sécurité, hein, 70 000 emplois créés dans l'année. Le transport, ça c'est Uber. La distribution, ça c'est Amazon. Et les bistrots, en gros, quoi, les cafés et les restaurants. Tout ça est pas mal, quoi. On a créé quand même 300 000 emplois dans cet ensemble d'industries. Donc c'est assez sympa, effectivement, qu'il y ait des chauffeurs Uber à la sortie du théâtre et qu'on puisse aller dans les bistrots, etc. Et qu'on puisse faire livrer n'importe quoi par Amazon le lendemain, même en 2 heures maintenant à Paris. Mais appelons ça de mauvais emplois, quoi. Alors d'un autre côté, on n'a pas le choix, parce que c'est les emplois qui correspondent à la demande. Quand vous allez au spectacle, vous êtes content d'appeler Uber, quoi, et puis après d'aller boire un verre. Donc la demande crée les emplois-là. Puis deuxièmement, ce sont ces emplois-là qui font baisser le chômage. Mais le résultat, c'est la bipolarisation. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est ça. Les services, alors services aux entreprises, services financiers, c'est les emplois qui augmentent beaucoup. Là-dedans, il y a la finance, le management, les juristes, l'informatique, tous ces trucs-là. Les services domestiques, c'est ce dont on vient de parler, hein, la distribution, le transport, les services à la personne, des restaurants, achats. Et puis en bas, l'industrie et les services liés à l'industrie. Et évidemment, le problème, c'est que les secteurs qui créent des emplois, et en particulier les services domestiques qui sont, en France maintenant, c'est plus de 50% de l'emploi, hein, sont des secteurs où les salaires sont plus bas qu'ailleurs, quoi. Vous voyez, les niveaux de salaire dans les services domestiques sont très en dessous des autres secteurs.
Donc ce que vous avez, c'est une déformation de la structure des emplois vers des emplois peu productifs, mal payés, et souvent dans des contrats de travail qui sont instables. C'est du CDD court, de l'intérim, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la bipolarisation, c'est-à-dire que le marché du travail se concentre aux deux bouts. Il y a des emplois très qualifiés en haut, dans les nouvelles technologies, la finance, le management, etc. Et des emplois, et là, il n'y en a pas tant que ça, et des emplois très peu qualifiés en bas, dans les secteurs dont on vient de parler, et le milieu se vide. C'est aussi ce qu'on appelait la malédiction de la classe moyenne. Ce truc-là est horrible. Normalement, dans le passé, si vous regardez les années d'après-guerre, les années 50, 60, etc., on avait un transfert d'emplois, ce que les démographes appelaient le grand déversement. Les pays européens perdaient les emplois dans l'agriculture. On ne se rappelle pas, parce que là, on ne peut pas se rappeler, mais en 1945, 40% des Français étaient agriculteurs. Ce qui est un truc, aujourd'hui, c'est 1,5. Et ces agriculteurs sont devenus ouvriers de l'industrie dans les années 50 et 60. Ce qui a créé une énorme croissance, puisque la productivité des ouvriers de l'industrie était beaucoup plus élevée que la productivité des agriculteurs. Et donc le changement de la structure des emplois a fait monter les niveaux de salaire, de productivité et a fait de la croissance. Aujourd'hui, les nouveaux emplois sont plus mauvais en termes de productivité, de salaire, que les emplois qui se détruisent. On remplace des emplois dans l'industrie, etc., par des emplois de services moins bons que les emplois détruits. Donc la dynamique du marché du travail, elle paupérise, elle tire vers le bas vers la productivité et elle tire vers le bas la croissance. Et on n'y peut pas grand-chose. C'est pas qu'on est mauvais, parce que c'est pareil en Chine, aux États-Unis, au Japon, partout. C'est pareil partout. Vous avez cette bipolarisation. Et après, évidemment, vous avez Trump, le Brexit, etc., l'AfD, etc., qui est exactement les conséquences de ça. C'est la classe moyenne se dit, c'est quoi la perspective ? La perspective, c'est qu'on va descendre. Alors après, tous les boucs émissaires sont bons pour dire que c'est à cause des immigrés. Lisez le bouquin chez Fayard de Helmut Moub sur l'immigration en France, qui vous explique qu'au contraire, l'immigration est un frein contre la bipolarisation, parce que les immigrés prenant les mauvais emplois, ils empêchent les nationaux de descendre dans les mauvais emplois. Donc au contraire, l'immigration est une façon de lutter contre la bipolarisation des emplois. Donc lisez le bouquin d'Helmut Moub, il est génial. Helmut, il a... voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Alors, quand on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et vous voyez qu'il y a des trucs... Ça, ce truc-là, c'est vraiment horrible, quoi. Honnêtement, moi, je vous parle là avec passion, quoi. C'est cette histoire que dans l'ignorance absolue des politiques, dans tous les pays de l'OCDE et même dans les grands pays émergents comme la Chine, comme l'Inde, etc., on est en train d'envoyer aux deux extrêmes du marché du travail et les emplois. C'est une bombe sociale, politique, économique, etc. C'est un truc épouvantable. Simplement, on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire comme réforme en France ? Il faut faire des vraies réformes de fond. Il faut arrêter de bricoler, quoi, je veux dire. Alors, je suggère quelques réformes de fond. Après, on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il faut complètement réformer le syndicalisme. On ne peut pas simplement, à la marge, changer les petites entreprises. On va négocier sans les syndicats. Il faudrait vraiment... C'est une nécessité absolue d'avoir un représentatif. On ne peut pas faire fonctionner des syndicats qui représentent la majorité des du privé sont syndiqués. Il n'y a pratiquement jamais de syndicat moins de 300 salariés. Ça tue totalement la capacité de négocier. Et du coup, comme les syndicats ne sont pas représentés et ils défendent des positions extrêmement rigides et conservatrices, et en plus, ils ne savent pas se financer, ce qui font qu'ils sont obligés de se financer par des méthodes que la morale réprouve, comme par exemple prendre une partie de l'argent de la formation professionnelle et du paritarisme. Donc réforme 1, une réforme globale du syndicat. Alors évidemment, toutes les réformes ont une caractéristique commune, c'est qu'il y a une majorité de gens qui n'en veulent pas. C'est même ça la définition de réforme. Les syndicats, on pourrait croire que les syndicats ont intérêt à cette réforme-là, d'avoir des syndicats qui seraient représentatifs, avec beaucoup de salariés syndiqués, des ressources qui viendraient des membres, etc. On pourrait croire que ceci est demandé par les syndicats. Ils n'en veulent pas du tout, parce qu'évidemment, si les syndicats étaient représentatifs, ils n'auraient pas les mêmes chefs, quoi. Donc, bon.
Réforme de l'État, j'en ai parlé, hein, c'est mon point. On ne va pas faire l'économie d'une réflexion sur le champ de l'État. Est-ce que l'État gère mieux la santé ? L'exemple américain a l'air de dire que oui, l'État gère mieux la santé que le privé, qui la gère très mal. Est-ce que l'État gère mieux les universités que le privé ? La réponse est là probablement non. Est-ce que l'État gère mieux les retraites que le privé ? C'est probablement, pour l'instant, c'est peut-être un peu indifférent, c'est peut-être pas très différent. Est-ce que l'État gère mieux les transports que le privé ? La réponse est sans doute non. Enfin, il va falloir faire cette analyse et il va falloir donner au privé ce que l'État fait moins bien que le privé. Alors, quand on dit d'ailleurs qu'on va baisser, quand on dit, les Canadiens ont baissé de 15 points de PIB les dépenses publiques. Alors on dit, my God, ça s'appelle l'austérité. Mais non, pas du tout. Les Canadiens n'ont pas baissé de 15 points de PIB les dépenses publiques. Ils ont donné au privé des fonctions de l'État qui représentaient 15% du PIB. Quoi, je dirais. Donc c'est très différent. On n'a pas viré les gens. Supposez que dans votre commune, si c'est la commune qui gère l'eau, demain c'est Veolia qui gère l'eau, les salariés, ils seront toujours là, sauf qu'ils auront une feuille de paye de Veolia et pas une feuille de paye de la commune. Quoi. Donc ils ne seront plus une dépense publique. La fiscalité, évidemment, c'est un point central. Il faut absolument une grande réforme fiscale compréhensive, comme on dirait en américain. Et on sait ce qu'il faut faire comme réforme fiscale. Il faut des impôts qui ne créent pas de distorsion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le système fiscal change les comportements des individus. Par exemple, si vous avez une taxation du travail beaucoup trop lourde, vous poussez les entreprises à ne pas embaucher. Si vous avez le livret A, qui n'a pas d'impôt, vous poussez les individus à épargner dans le livret A, qui est la forme la plus inefficace d'épargne pour l'économie. Donc les impôts ne doivent pas distordre les choix des individus, que ce soit des choix de travail, d'épargne. Pour ça, il faut qu'ils soient à base très large, donc il n'y ait pas d'exemption et à taux modéré. Il faut que les exemptions soient très 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 rares. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des exemptions uniquement s'il y a des externalités très fortes. Donc il faut vraiment donner une incitation fiscale à quelque chose qui est très important. Par exemple, financer les start-up, vous voyez, ce genre de choses. Mais l'exemption doit être rarissime, mais il faut avoir un système qui ne crée absolument pas ces distorsions de comportement. Concurrence, oui, ça je saute. Oui, si je vais comme dire un mot, de temps en temps, il faut s'allumer Emmanuel Macron. La concurrence sur le marché des biens, c'est très important. J'ai un graphique là, alors je vous le montre quand même, parce que comme je l'ai fait, je le montre. Plus vous allez à droite, plus vous avez des pays qui réglementent fortement le marché des biens. C'est des pays où il y a peu de concurrence. Et plus vous allez vers le haut, plus la productivité augmente. Et vous voyez que la corrélation, elle est assez claire, c'est que moins vous réglementez le marché des biens, plus il y a de gains de productivité. Donc vous avez intérêt à mettre de la concurrence. Heureusement qu'on trouve ça, je veux dire, que la concurrence fait de la croissance et de la productivité. Par contre, vous ne trouvez absolument jamais que vous avez besoin d'avoir un marché du travail hyper flexible pour faire ça. Il n'y a aucune corrélation entre cette idée, si vous voulez, que le marché du travail du futur, vous allez sauter d'un emploi à l'autre tout le temps, et puis la semaine 1, vous serez salarié, la semaine 2, vous allez créer votre start-up, la semaine 3, vous serez auto-entrepreneur, la semaine 4, vous reviendrez salarié. Ça, c'est complètement faux. L'homo macronicus, qui est cette espèce d'individu sauterelle là, qui n'arrête pas de changer d'emploi, il n'existe pas. Et ce n'est absolument pas une exigence du capitalisme. C'est-à-dire que les entreprises veulent garder leurs salariés et veulent qu'elles soient salariées. Google se traîne aux genoux de ses salariés pour qu'ils restent chez Google. Au point que si vous êtes salarié chez Google, vous ne foutez plus rien. Je veux dire, vous avez les sorties du week-end, la piscine, le billard, etc., le télétravail. Donc Google dit, mais s'il vous plaît, restez chez nous. Je veux dire. Donc ce n'est autant la concurrence est importante, autant cette espèce de frénésie où on voudrait que les gens changent de boulot tout le temps est totalement inefficace en réalité. Donc il n'y a pas d'homo macronicus. Éducation, j'en ai parlé. Parce que je suis là pour vous déprimer. Ça, elle est encore plus sympa cette enquête-là que PIAC. PIAC, je rappelle, c'est le PISA des vieux. Ça, c'est le PISA en maths. C'est TIMSS. Donc on prend des gamins. Là, j'ai pris des CM1. On peut prendre un peu ce qu'on a tout. C'est prendre des CM1 et on leur demande de faire des trucs vachement durs, de genre 4 plus 4. Et on regarde. Et alors les Français sont derniers. Vous voyez voilà, j'ai quand même enlevé quelques pays, mais les Français, parce que j'ai mis les pays européens, parce que si je mettais l'Asie, forcément, il fallait 6 charts pour mettre la France. Et donc les Français sont derniers. Alors, si vous voulez, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est le débat sur les travailleurs détachés. On dit, il y a tous ces sales Polonais et Slovaques qui viennent chez nous.
Le problème, c'est qu'ils sont vachement meilleurs, quoi. Hein. Donc, leur niveau de compétence est incroyable. Regardez, les Polonais sont vachement bons et les Français sont nuls, quoi. Donc heureusement qu'on a les travailleurs détachés pour remonter le niveau, quoi. Ça faut comme voilà. Donc, je voulais juste vous montrer ça, et voilà. Voilà sur la France. Alors, je vous propose peut-être de stocker les questions. Hein, et je crois que le message, si vous voulez, c'est c'est pas la peine de lancer des groupes de travail à la commission des finances de l'Assemblée. Vous voulez que j'avance plus vite? Ouais, peut-être aller sur... Non, mais je vais sur l'Europe, non? Oui. Non, mais l'Europe, c'est facile, hein, en vérité. Hein. Alors, non, vous avez toute la nuit. Non, mais je prends 10 minutes sur l'Europe, si vous êtes d'accord. Hein. Alors, évidemment, il y a des liens, mais j'ai sauté dans la France. Alors, voilà, je voulais juste revenir. Ça va assez vite. J'ai 3 points à faire sur l'Europe, parce que l'Europe, en fait, à nouveau, c'est facile. C'est plus facile que la France. D'abord, introduction, personne ne sortira jamais de l'euro, hein, qui était la raison, si vous avez lu mon bouquin là, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, hein, c'est comme moi qui l'ai écrit, hein, mais non, c'est pas celui-là, celui qui s'appelle Euro, par ici la sortie. Mais après, par ici la sortie, il y a un point d'interrogation. Et le point d'interrogation, c'est que personne ne sortira jamais de l'euro. Donc tous ceux qui vous disent que s'ils gagnent les élections, ils sortiront de l'euro, vous mentent. D'ailleurs, comme ça s'est vu en France très clairement. Et pourquoi on ne sortira pas de l'euro? Parce qu'on a, depuis la création de l'euro, eu d'énormes échanges de dettes et d'actifs extérieurs entre les pays de la zone euro. On s'est prêté les uns aux autres massivement. Ce qu'il faut regarder, c'est les dettes et les actifs bruts. Hein. Les Français ont prêté aux Allemands, les Allemands ont prêté aux Français. Le solde n'est pas très grand, mais les 2 morceaux sont énormes. Hein. Et ces 2 morceaux, ce sont des euros. Donc si je prends la France, par exemple, la France s'est endettée vis-à-vis du reste du monde en termes bruts, c'est-à-dire qu'elle s'est endettée, quoi. Elle a emprunté vis-à-vis du reste du monde presque 5 000 milliards d'euros en euros depuis la création de l'euro. Si la France sort de l'euro et dévalue de 20%, vous avez le choix en 2 choses. Soit ces 5 000 milliards d'euros valent 20% plus cher en francs, et tous ceux qui sont endettés meurent parce qu'ils ne peuvent pas remprêter leurs emprunts, soit la France dit « je ne peux pas rembourser mes emprunts » et fait défaut sur ses dettes extérieures. Ce n'est pas seulement l'État. L'État, c'est un tout petit morceau de ça. L'État, c'est un peu plus de 1 000 milliards. Hein. C'est les entreprises, les banques, etc. Et soit les emprunteurs font défaut sur leurs dettes, et si un pays fait défaut, regardez ce qui se passe en Argentine, plus personne ne lui prête jamais, on saisit ses biens sur les marchés internationaux, etc. Et bon. Donc, vous pouvez partir du postulat numéro 1, il n'y aura pas de sortie de l'euro, même les cinglés ne sortent pas, quoi. Hein, voilà. Parce qu'ils comprennent à un certain moment qu'on est lié par ces dettes et ces actifs extérieurs qui sont en euros. Et donc, le problème majeur de la zone euro est qu'on ne peut pas sortir, mais ça ne marche pas. Hein. Et donc, je vais prendre 7 minutes pour vous expliquer simplement les choses essentielles qui ne marchent pas. La première chose qui ne marche pas, c'est qu'on n'a pas de mécanisme qui lutte contre l'hétérogénéité. Alors pourquoi il y a de l'hétérogénéité? D'abord, il y a de l'hétérogénéité. Je vais vite. Ce que je vous montre ici, par exemple, c'est le poids de l'industrie dans les économies. Alors, vous voyez, il y a des pays à 8. Donc l'industrie, c'est 8% de l'économie grecque, c'est 10% de l'économie française, c'est 22% de l'économie allemande. Hein. Et d'où ça vient, et ça je vais quand même prendre 30 secondes, c'est un truc extrêmement profond. Qu'on trouve d'ailleurs chez Paul Krugman, vous savez, qui est le prix Nobel d'économie, dans des écrits du début des années 80, chez Paul Krugman. Hein, oui, The Lessons of Massachusetts for Europe, hein, en particulier, qui dit, attention, quand 2 pays se mettent à avoir la même monnaie, ils vont se spécialiser différemment. Il n'y a plus de risque de change, donc ils vont pouvoir utiliser leurs avantages comparatifs, ce que le risque de change avant empêchait. Vous ne pouvez pas vendre chez un autre pays si le taux de change bouge tout le temps. Donc, ils vont se spécialiser en fonction de leurs avantages comparatifs. Et comme ils n'ont pas les mêmes niveaux de qualification d'épargne, de technologie, leurs spécialisations productives vont devenir très différentes. Donc, les pays vont devenir très différents. Donc, il y a des pays qui vont devenir complètement des économies de services, des pays qui vont devenir complètement des pays industriels, des pays qui vont monter en gamme, des pays qui vont baisser en gamme. C'est exactement ce qu'on a vu. Regardez le tourisme. Évidemment, vous avez des pays... Alors là, les avantages comparatifs, ils sont assez naturels. Hein. Ça s'appelle la latitude. Mais enfin... Ça veut dire, c'est vrai qu'il faut se baigner dans la Baltique, il faut le moral, quoi. Hein. Donc, évidemment, voilà. Et la productivité, avec les dispersions incroyables des niveaux de productivité entre les pays. Et du coup, comme les pays se spécialisent différemment, eh bien, leur niveau de vie diverge.
Et vous voyez que depuis 2007-2008, vous voyez, c'est les PIB par habitant, il y a une divergence. Donc les plus pauvres sont de plus en plus pauvres par rapport aux plus riches. Et ça vient d'un truc très naturel, c'est qu'il y a des pays qui se spécialisent plus bas en gamme que d'autres. Hein. Ceci est absolument inacceptable à long terme politiquement. Si vous êtes la Grèce, hein, votre niveau de vie, c'était 70% du niveau de vie de l'Allemagne il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 40%, ça continue à baisser. À un certain moment, c'est insupportable, quoi. Je veux dire, vous ne pouvez pas accepter cet appauvrissement. La seule solution, c'est ce qu'on appelle le fédéralisme, c'est-à-dire que les régions les plus riches transfèrent de façon structurelle des revenus aux régions les plus pauvres. Ce que vous avez entre les régions dans tous les pays. Les régions riches subventionnent les régions pauvres, en général parce qu'il y a un grand budget fédéral et que, évidemment, les dépenses publiques sont financées par les impôts qui sont surtout payés dans les régions riches et vont un peu plus dans les régions pauvres, quoi. Donc, vous avez du fédéralisme et donc vous gommez les écarts de niveau de vie. Évidemment, dans la zone euro, il n'y a aucun fédéralisme. D'abord, il n'y a pas de budget de la zone euro, il y a un budget de l'UE qui fait 1% du PIB, qui est ridicule. Et le débat, évidemment, c'est est-ce qu'on peut créer du fédéralisme? Donc Emmanuel Macron, cet après-midi, parle d'un budget de la zone euro, mais il ne s'agit pas du tout d'avoir une action contracyclique. Ce n'est pas un budget, vous voyez, qui va donner un peu d'argent aux pays quand ils vont mal et puis leur prendre quand ils vont bien, ce qui est un peu la thèse allemande. C'est des transferts structurels. Structurellement, les riches, les pays riches, les régions riches, vont donner une partie de leurs revenus aux régions pauvres, ce qui se passe partout à l'intérieur des États. Alors, comme la probabilité que ceci se produise est quand même pas très élevée, surtout après les élections allemandes, puis regardez la Catalogne. Même à l'intérieur des États, les régions riches n'ont plus envie de contribuer aux régions pauvres, quoi. Donc, regardez la Belgique, enfin, oui, et Bavarois, enfin bon. Et donc, ceci est un immense sujet. Si vous ne mettez pas de fédéralisme, la divergence des niveaux de vie entre les pays va continuer. Et vous aurez dans 10 ans, 20 ans, en Europe, des régions très très pauvres et des régions très très riches dans la même monnaie, un marché unique, etc. Bon, peut-être que c'est ça qu'on va avoir, mais ça va poser des problèmes absolument terribles. Et par exemple, des problèmes politiques, hein, des problèmes éducatifs. 60% des jeunes diplômés en Italie partent ailleurs chercher un emploi. Des problèmes de dette. Si vous êtes une région qui s'appauvrit, vous héritez de la dette publique du passé. Comment vous remboursez la dette publique du passé? Les problèmes d'hétérogénéité sont absolument terribles. Ils ont été totalement ignorés par les gens qui ont fondé l'euro, qui n'y comprenaient absolument rien. Et je vais citer Jean-Claude Trichet, que vous connaissez Jean-Claude, hein, cet immense spécialiste du vélo. Vous savez que Jean-Claude Trichet est le plus grand spécialiste vivant du cyclisme. Hein. Je plaisante pas. Hein. Vous lui dites l'étape du 23 juillet 1923 à l'Alpe d'Huez, il vous dit Marto Montali premier à 1 minute 23, etc., lâché dans la dernière côte, machin, il est incroyable. Mais par contre, sur l'économie, il est moins bon. Et donc, la dernière fois que j'ai fait ça dans une école, de Trichet dans la salle, je me suis fait allumer. Et donc Trichet disait, il l'a écrit, d'ailleurs on peut le lire, du moment que nous avons la même monnaie, nous aurons les mêmes économies. C'est horrible, quoi, je veux dire. C'est juste l'opposé. Du moment que nous avons la même monnaie, nos économies deviennent plus différentes. Hein, donc réfléchissez-y, ce truc est horrible et c'est ce que nous vivons. Deuxième problème, je regarde la montre, ne vous inquiétez pas. Deuxième problème, depuis la crise de l'euro de 2011-2012, les capitaux ne circulent plus à l'intérieur de la zone euro. Ça veut dire que les pays qui ont trop d'épargne, et vous voyez par exemple ici l'excédent extérieur de l'Allemagne et des Pays-Bas, un excédent extérieur, ça veut dire qu'on a trop d'épargne par rapport à ses besoins d'investissement. Hein. Donc les pays qui ont trop d'épargne ne la prêtent plus aux pays qui ont besoin de s'endetter. Donc les pays qui avaient des déficits extérieurs, vous voyez l'Espagne, la Grèce, l'Italie, etc., le Portugal, qui avaient besoin de s'endetter pour financer leurs investissements, s'endettaient auprès de l'Allemagne. Les Allemands avaient trop d'épargne, les autres avaient besoin de s'endetter, donc ça marchait très bien. À partir de 2010-2011, les Allemands disent « nous, on n'a plus confiance, on ne prête plus aux autres Européens ». Et les autres Européens ont dû faire disparaître leur déficit extérieur puisqu'ils ne pouvaient plus s'endetter puisque les Allemands ne leur prêtaient plus. Et les Allemands continuent à avoir trop d'épargne, mais ils la prêtent au reste du monde et pas au reste de l'Europe. D'où l'énorme débat sur l'excédent extérieur de l'Allemagne, qui est un véritable problème. Si l'épargne des Allemands finance des investissements partout dans le monde, sauf en Europe, vous voyez que c'est quelque chose qui tue la croissance européenne.
Et par ailleurs, on a obligé les pays qui s'endettaient à faire disparaître leurs besoins d'endettement, donc à tuer leur demande intérieure pour faire disparaître leur déficit extérieur. Et c'est ça la grande crise de la zone euro. Donc c'est une crise de la circulation des capitaux. Alors c'est aussi horrible, parce que pourquoi est-ce qu'on fait une union monétaire ? On fait une union monétaire pour permettre que les capitaux circulent. Oui, je regarde ma montre, hein, j'ai presque fini. On enlève, après ça je fais le Japon, la Russie, puis c'est bon. Hein. On enlève le risque de change, et comme les capitaux circulent, si les capitaux ne circulent pas dans une union monétaire, vous voyez que ça ne sert à rien d'avoir fait cette union monétaire. Alors donnez-moi quand même encore 10 secondes, et là c'est vraiment le dernier point. Évidemment, ce qu'on ne sait pas faire non plus, et ce qu'on n'a pour l'instant pas réussi à faire, c'est à coordonner les politiques économiques et les politiques du marché du travail. Et ceci est aussi extrêmement dangereux. Et là, il faut comprendre quelque chose, et vraiment je finis là-dessus, c'est que ça, c'est un problème de la zone euro. Si vous êtes la Suède, parlons pas du Royaume-Uni, si vous êtes la Suède, vous avez votre monnaie, la couronne. Hein. Et donc, si vous faites une politique économique différente des pays de la zone euro, votre taux de change va ajuster la différence. Si vous êtes moins compétitif, votre taux de change va se déprécier, donc vous avez le taux de change qui vous permet, qui vous donne le degré de liberté pour faire des politiques différentes. Si vous êtes dans la zone euro, vous n'avez plus ça. Donc vous devez coordonner les politiques économiques puisque le taux de change ne permet plus d'ajuster les écarts de politique. Et donc il faut coordonner les politiques économiques, en particulier celles qui créent des biais de compétitivité entre les pays. Or, on ne le fait absolument pas. Hein, regardez les niveaux de cotisation sociale des entreprises, hein, ça va pratiquement du simple au double entre les pays. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a une concurrence pour la baisse des impôts. Regardez le taux moyen d'imposition des profits des entreprises dans la zone euro, il baisse tout le temps, parce que je baisse, donc je pique des entreprises à l'autre, donc l'autre, il baisse, etc. Donc, il y a un sujet majeur qui est, c'est pas l'harmonisation, c'est la coordination des politiques fiscales. Et il y a un autre sujet majeur qui est, on en parlait tout à l'heure déjà, c'est l'harmonisation des fonctionnements du marché du travail. Si vous avez des pays qui sont dans un marché unique avec la même monnaie, la main-d'œuvre qui circule, et les marchés du travail sont locaux avec des règles différentes, hein, des codes du travail différents, des pratiques différentes, ça crée des distorsions incroyables, quoi, je veux dire. Et vous voyez par exemple que depuis maintenant 10 ans, l'Espagne a bloqué ses salaires, pendant que les salaires continuent à augmenter à toute allure en France et en Italie. Ça crée une distorsion qui est totalement... On s'en fout complètement de ce genre de distorsion si on a des taux de change flexibles. Simplement, la peseta serait appréciée. En change fixe, c'est horrible, quoi. Je veux dire, d'avoir des marchés du travail qui ont des réactions différentes, vous amplifiez ces problèmes d'hétérogénéité. Donc, conclusion de tout ça, et là, je m'arrête vraiment. Donc, tout ça, je saute. Parce que j'ai pas le temps. Puis, de toute façon, c'est pas très intéressant. Voilà. Voilà le tout doux, comme on dit dans les entreprises. Hein. Voilà tout ce qu'il faut faire dans la zone euro. Il faut mettre du fédéralisme, mais il y a plein de gens qui n'en veulent pas. Mais si on n'en met pas, les hétérogénéés vont nous tuer. Il faut rétablir la mobilité des capitaux, sinon le truc ne sert à rien. Il faut une union des marchés du travail pour homogénéiser les fonctionnements du marché du travail, sinon on a une hétérogénéité incroyable. Il faut coordonner les politiques économiques en regardant les externalités, c'est-à-dire les effets sur les autres pays. Et puis, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on ne peut pas tout régler par les déficits publics. Hein, et à un certain moment, il faut faire les réformes structurelles. Voilà, j'espère que ces 4 heures d'exposé n'ont pas été trop longues. Et je ne dis plus rien. Et normalement, maintenant, vous me posez les questions les plus horribles que vous avez envie de me poser. Merci Patrick Artus. Alors j'aurais une double question peut-être pour commencer. Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. Vous m'entendez ou pas ? Et là ? Et là ? Okay. Peut-être une double question. Bon alors déjà, rebondir sur ce que vous avez dit sur l'investissement. C'est-à-dire qu'en ce moment en Europe, étant donné qu'on a des taux d'intérêt très bas, on a tendance... Oui, mais il n'y a pas de... Ah, maintenant, ok. Ok. Vous parliez de l'investissement des entreprises. On n'a pas l'impression en ce moment que dans la zone euro, les entreprises aient vraiment besoin d'investissement ou aient des difficultés, en tout cas, à trouver des fonds pour se financer. Oui, mais c'est... il y a un problème... Je ne sais pas si vous m'entendez, là. Il y a un problème de poulet d'œuf.
dans les pays de la périphérie de la zone euro, la crise qu'on a évoquée, cette crise de financement, a fait qu'on a énormément comprimé la demande intérieure. Donc en fait, et ceci a été fait avec l'objectif de comprimer l'investissement, puisqu'on ne pouvait plus financer les investissements, parce qu'on ne pouvait plus s'endetter à l'étranger pour les financer. Donc l'investissement, il est ce qu'il est financé par l'épargne intérieure du pays. N'empêche que si les Allemands aujourd'hui réacceptaient de prêter aux pays de la zone euro, à d'autres pays de la zone euro, dans ces pays, l'investissement remonterait, puisque les entreprises auraient accès à de nouveaux modes de nouveaux financements et qu'il y aurait plus de croissance qui validerait qu'on fait plus d'investissements. Alors juste un mot d'ailleurs là-dessus sur la stratégie de Macron vis-à-vis de l'Allemagne. La stratégie de Macron a très très bien compris ça. Donc sa stratégie consiste à dire il faut absolument que les Allemands reprennent confiance dans le reste de l'Europe. Parce que c'est la seule façon de faire qu'ils acceptent de reprêter leur épargne aux autres Européens. C'est quand même extrêmement choquant que les Allemands prêtent leurs épargnes aux Chinois, aux Américains, à tout qui voulait, et pas aux Européens. Je veux dire, c'est incroyable. Et pour ça, il faut que les autres Européens fassent... donc c'est pas, la technologie n'est pas la technologie Hollande. Si vous allez taper sur la table de Merkel en disant « tu prêtes ton épargne », ça émeut pas, comment ils disent, Moumi, je sais plus, enfin maman. Donc la technologie, c'est la bonne, c'est celle de Macron, c'est de dire vous devez avoir confiance, nous allons respecter nos engagements budgétaires, nous allons faire des réformes qui vont augmenter la croissance, donc nous devenons un emprunteur parfaitement solide et vous n'avez aucune raison de ne pas nous prêter votre épargne. Et c'est la stratégie de Macron, c'est la stratégie du Parti démocratique, de Renzi dans le temps en Italie, c'est la stratégie de Rajoy, de dire écoutez, nous avons fait un effort d'ajustement considérable, nous avons réduit nos déficits publics, il n'y a aucune raison que vous continuiez à refuser de nous prêter votre épargne. Évidemment, cette stratégie se heurte à une énorme méfiance en Allemagne, qui est une méfiance, moi je vois ça comme banquier, qui est totalement simple. Si vous êtes un assureur allemand, vous refusez d'acheter de la dette de l'État espagnol ou de l'État italien. Vous préférez acheter la dette du Nigeria, quoi. Je veux dire, c'est un truc, mais c'est... enfin, Nigeria, j'exagère peut-être un peu. Enfin, disons de l'Indonésie. Là, j'exagère pas. Si vous êtes une banque allemande, vous refusez de faire une ligne de crédit interbancaire à une banque italienne. Et donc, il n'y a plus de circulation d'épargne. Donc, il y a trop d'épargne en Allemagne et elle n'est plus routée vers le reste de l'Europe. Donc, quand même, on a un énorme potentiel d'investissement supplémentaire si on arrivait à rerouter l'épargne des Allemands vers le reste de l'Europe, parce que l'investissement monterait, mais le PIB aussi monterait. Donc, on aurait besoin d'investir plus. Donc ce truc de l'excédent allemand, c'est pas innocent du tout. C'est un des énormes problèmes de la zone euro. Oui, parce qu'à chaque fois qu'ils nous ont prêté, on a fait des bulles un peu partout avec. Oui, alors, si vous êtes allemand, il faut aussi voir la position des Allemands. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'épargne des Allemands entre 1999 et 2008 ? On a construit en Espagne des aéroports où il n'y a pas d'avions, dans la banlieue de Madrid des immeubles où il n'y a pas d'habitants, et en France des ronds-points où il n'y a pas de voitures, en gros. Donc il y a une certaine méfiance sur notre capacité à bien utiliser l'épargne. Donc on comprend ça. Donc c'est pour ça que la bonne stratégie, c'est une stratégie où il faut reconquérir la confiance des Allemands. C'est peut-être pas marrant de faire ça, mais si nous ne reconquérons pas la confiance des Allemands, la zone euro ne sert plus à rien. Merci. On va passer à 30-35 minutes de questions du public. Il y a des micros qui vont vous être distribués dans les allées. Si vous avez des questions... Ceux qui veulent poser des questions, levez la main, s'il vous plaît. Les micros sont dans cette allée, ici. Au centre. Okay. Bonjour. Vous avez commencé par parler de la dette publique pour la France. Et quand on regarde un peu historiquement la Grande-Bretagne, moi j'ai l'impression qu'ils ont été en austérité tout le temps, toute leur vie, alors qu'en France, on s'est plutôt gavé sur notre sécurité sociale, sur tout ça. Mais quand on regarde les dettes publiques, en Grande-Bretagne, c'est 89%. En France, c'est 96%. Je pense que ça valait pas mal le coup, cette stratégie de se faire plaisir, nous, sur notre dette, plutôt que de vivre toujours dans l'austérité permanente. Alors ça, c'est la partie que j'ai pas eu le temps de montrer, où je voulais défoncer votre thèse, en fait. Évidemment, l'État français, ce matin, s'endette à 70 points de base, 0,7% pour de la dette à 10 ans. Donc la tentation est très grande de dire, écoutez, la dette étant quasiment gratuite,
on ne voit absolument pas les raisons qui pourraient pousser à arrêter de s'endetter et à augmenter notre taux d'endettement. C'est un des arguments qu'a utilisé Jean Pisani, vous savez, qui s'est occupé de cet grand fonds d'investissement, en disant une partie de cet argent, je crois 20 milliards, viendra d'un endettement supplémentaire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire vu les taux d'intérêt. Alors, je crois qu'il faut être extrêmement prudent avec ça, parce que, évidemment, les taux d'intérêt bas poussent à s'endetter davantage. C'est-à-dire, notre taux d'endettement aujourd'hui, 2007, c'était une crise de la dette, hein. Le taux d'endettement de tous les pays de l'OCDE, sauf l'Allemagne, évidemment, aujourd'hui, est plus élevé qu'en 2007. Donc on a continué à s'endetter, bien que 2007 ait été une crise de la dette. Mais c'est parfaitement normal. Si on vous prête à zéro, vous n'avez pas vraiment envie d'arrêter de vous endetter. La question, elle est double. C'est de dire, c'est quoi le futur des taux d'intérêt ? Et moi, je suis absolument persuadé que nous sortons de 30 années de continuelle désinflation. On est parti de taux d'inflation à 2 chiffres au début des années 80 pour arriver à des taux d'inflation de 0 aujourd'hui. Et que, peut-être pas le mois prochain, mais que la tendance des 20 prochaines années, ça sera la réinflation. Je pense que ça viendra de ce que, on ne peut pas flexibiliser plus les marchés du travail et qu'à un certain moment, on aura même sans doute un retour en arrière. J'ai écrit un papier qui m'a valu un abondant courrier de lecteurs fâchés qui s'appelait « La révolte des salariés », expliquant que dans des démocraties électorales, on ne peut pas baisser le pouvoir d'achat de 70% de la population qui sont les salariés jusqu'à la fin des temps pour augmenter le rendement du capital. Et qu'à un certain stade, des salariés demanderont des hausses de salaire et qu'ils les auront. Ça commencera peut-être, vous voyez, imaginez que Corbyn gagne les prochaines élections au Royaume-Uni, je peux vous garantir qu'il y aura des hausses de salaire fortes au Royaume-Uni et qu'il y aura de l'inflation au Royaume-Uni. Donc l'inflation, elle reviendra, c'est peut-être aussi par le pétrole, parce qu'on en consomme tellement qu'il finira par être trop cher. Bon. Et donc, on peut pas supposer qu'on va vivre jusqu'à la fin des temps avec ces taux d'intérêt-là. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est limiter la dette publique au financement de dépenses qui ont des rentabilités supérieures au niveau des taux d'intérêt dans le futur. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Donc si par exemple en France on est à 0,7, on dit les taux ils vont monter à 4, il faudrait ne faire que des dépenses publiques financées par la dette qui ont une rentabilité sociale de plus de 4%. Alors il y en a, et celles de Jean Pisani, elles en sont sans doute. Je veux dire, la transition énergétique, la formation des chômeurs, la modernisation de l'État, sans doute ça a des rendements. Mais la masse de la dette que nous avons, elle n'a pas financé ça du tout, elle a financé les dépenses courantes de l'État. Elle a financé les ronds-points, les salaires, les trottoirs en or dans les collectivités locales, enfin. Hein. Et donc en masse, notre dette publique n'a aucune rentabilité économique. Et donc quand les taux d'intérêt vont remonter, on va mourir. Et je vais vous garantir que le jour où l'inflation revient, la crise financière qu'on va avoir, elle sera incroyablement pire que tout ce qu'on a connu dans le passé. Parce qu'à nouveau, même si à la marge, on peut justifier de faire aujourd'hui... Il y a un vieux théorème qui est très... C'est pas parce qu'on a une grosse dette qu'il ne faut pas s'endetter plus pour faire des trucs intelligents. Hein, donc évidemment. Mais notre grosse dette, elle n'a pas financé des trucs intelligents. Elle a financé les dépenses courantes de l'État. Hein, et ça, c'est horrible parce qu'elle n'a aucune rentabilité économique qui permettrait de résister à une remontée des taux. Hein. Et je rebondis vite fait. Vous pensez que si l'inflation revient, la BCE aura aucun remords à augmenter les taux directeurs et à faire exploser la bulle? Oui, je pense qu'ils n'auront aucun état d'âme. Je pense qu'ils n'auront aucun état d'âme. Rappelez-vous les Allemands en 1980-81, crise pétrolière, effondrement de l'économie, explosion du chômage, ils ont monté les taux à 2 chiffres. Non, les banques centrales, à part la Banque du Japon, qui est sur une autre planète, hein, la seule banque babacool vraiment, c'est la Banque du Japon. Hein. Donc le Japon a dit, notre objectif, c'est de maintenir les taux d'intérêt à 0 jusqu'à la fin des temps. Donc, c'est comme les jeunes japonais dans les quartiers sympas branchés de Tokyo, donc ils planent pas mal. Mais les autres banques centrales n'auraient absolument aucun scrupule ni aucune hésitation. Le jour où l'inflation revient, elles monteront, les Américains, les Anglais, les Européens, ils monteront massivement les taux d'intérêt. Quelqu'un veut poser une question? Bonjour. Excusez-moi, on avait une question en haut là-bas, je crois. Si vous avez qui datait d'avant. En fait. Si vous avez, ouais, je ne voudrais pas intervenir dans l'organisation. Si vous avez le micro, allez-y, vous passerez après. Donc, bonjour. Vous parlez comme beaucoup de réformer la France et notamment de privatiser un grand nombre de secteurs qui sont actuellement... d'organisations qui sont données à l'État.
Concrètement, comment vous le faites? Parce qu'on est dans un mouvement de grève en ce moment. On va peut-être en revenir à une grève comme en 95. Et dès qu'on essaie de changer quelque chose en France, on fait face à d'énormes grèves. Donc, comment vous pensez pouvoir réformer la France en profondeur, justement? Oui, alors j'ai été plus prudent que ça, mais je vais répondre à votre question. J'ai dit il fallait évaluer. Ça n'a aucun sens de privatiser quelque chose que l'État fait mieux que le secteur privé. Et à nouveau, l'exemple américain de la santé, qui est géré de façon catastrophique par les assureurs américains, montre que il faut faire extrêmement attention. Il ne faut surtout pas avoir d'idéologie dans ce truc-là. Il faut regarder. Et donc, il ne faut privatiser que ce qui est mieux géré par le secteur privé que par l'État. On sait par exemple que l'État gère de façon catastrophique son parc immobilier qui est considérable. C'est même pas appelé les loyers, quoi. Donc évidemment, si on donnait le parc immobilier de l'État à gérer à des promoteurs privés, il serait beaucoup mieux géré. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Voilà. Ensuite, c'est intéressant votre question, je vais peut-être la prendre de façon un peu plus violente. C'est quoi la technologie pour faire des réformes, quoi, je veux dire, comment on fait pour faire des réformes? Comme je l'ai dit, mais j'étais limité à 7 heures, donc je n'ai pas pu développer tous les points, mais assez souvent, une réforme a un effet négatif sur une majorité des gens. Prenez par exemple cette question qui me paraît extraordinairement importante et que j'ai mentionnée brièvement, de la durée des contrats de travail en France. La question quiz QCM, c'est quelle est la durée moyenne d'un nouveau contrat de travail aujourd'hui en France? La réponse, c'est 3 semaines. 3 semaines, quoi, je veux dire, la durée du contrat de travail moyen. C'est délirant. C'est délirant. Comment vous faites pour former un salarié qui va rester 3 semaines dans une entreprise? Aux États-Unis, dont on nous dit que c'est un marché du travail super flexible, c'est 3 ans et demi, la durée des contrats de travail. Donc il faut allonger la durée des contrats de travail pour qu'il n'y ait plus ces contrats courts qui sont un scandale abominable. Ce n'est pas simplement un problème moral, c'est un problème d'efficacité. Et pour ça, il faut que les entreprises embauchent en contrat long. Et pour que les entreprises embauchent en contrat long, il faut que les contrats longs soient plus un repoussoir. Donc il faut changer les règles de séparation sur les CDI, pour parler en français. Si vous proposez ça, comme il y a 75% des Français qui ont un CDI, ils vont refuser. Et donc cette réforme, si vous suivez la majorité, vous ne la ferez jamais. Alors comment vous faites si les réformes sont rejetées par la majorité des gens, alors même que ce sont des réformes qu'il faut faire? Eh bien, vous pouvez passer par la force. C'est Thatcher. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable aujourd'hui. Ou bien, il faut symétriser. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, c'est du donnant-donnant. Ça, évidemment, c'est quelque chose qui est pénible pour vous. Et voilà ce qu'on vous donne en échange. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas très bien parti de ce point de vue-là. Les ordonnances sur le Code du travail, qui ne sont pas très importantes, honnêtement, il ne faut pas non plus dramatiser, n'ont pas de contrepartie. En gros, et c'est comme très intéressant, vous dites aux salariés, vous devez participer davantage vous devez porter une partie plus grande du risque d'entreprise. Et donc, quand votre employeur va mal, vous devez accepter de travailler plus, de baisser votre salaire ou même d'être licencié assez facilement. Donc, on demande aux salariés de supporter une partie croissante du risque d'entreprise. Point. Si vous arrêtez là, cette réforme, elle ne passera pas. Ou elle passera dans la violence, quoi, mais pas... Et donc, la seule façon, c'est de dire aux salariés, et en échange, quand votre entreprise va bien, vous allez profiter de la prospérité de votre entreprise. Et vous allez gagner plus d'argent, et vous allez devenir actionnaire de votre entreprise, etc. Donc c'est un deal symétrique. Donc on est obligé de faire des deals symétriques si on veut passer les réformes sans conflit majeur. Il y a un bouquin qui a été écrit il y a quelques années par un de mes collègues économistes qui expliquait que de toute façon, dans toutes les réformes, il fallait payer les perdants. Alors lui, il proposait de les payer monétairement, en disant, par exemple, vous supprimez la profession de chauffeur de taxi, donc vous ouvrez la profession de chauffeur de taxi à toute personne qui veut faire cette profession, vous allez devoir rembourser aux chauffeurs de taxi les licences de taxi qu'ils ont achetées. Vous ouvrez la profession de pharmacien, vous allez devoir rembourser aux pharmaciens le coût de l'office de pharmacie qu'ils ont acheté, etc. Mais vous pouvez le faire aussi, comme je disais, dans des réformes symétriques. Vous allez donner une contrepartie réelle à une demande pénible, quoi, je veux dire, Donc voilà, et je crains que, comme Macron est comme relativement un idéaliste, il a une idée du point d'arrivée, mais je ne suis pas sûr qu'il soit complètement dans cette idée. Il va falloir équilibrer les choses, il va falloir donner des choses aux salariés pour qu'ils acceptent des efforts ailleurs, quoi. Donc,
Et ces choses, c'est naturellement, je pense, un intéressement qui n'ont pas aujourd'hui à la prospérité des entreprises. C'est Jacques Delplat, oui. C'est un bouquin de Delplat où il faisait la facture de ce que l'État français devrait payer pour annuler, ouvrir toutes les professions fermées, etc. Bonjour. Alors tout d'abord, moi c'est pour rebondir sur ce qui a été dit, on parlait de privatisation. Par rapport à la dette publique française, on parle souvent de la sécurité sociale qui dépense beaucoup trop d'argent, mais c'est surtout le nombre de fonctionnaires et le fonctionnement des fonctionnaires qui coûtent beaucoup d'argent à l'État. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait que les fonctionnaires ne soient pas aient la sûreté, en fait, que les fonctionnaires aient la sûreté de l'emploi et donc pas d'obligation de résultat qui fait que le système français, l'administration française est un peu paralysée par le fait que des gens qui ne sont pas compétents ou qui ne fournissent pas de résultats ou qui parfois ne font rien. Est-ce que ça ne nous ferait pas perdre beaucoup d'argent ? Ou même pire. Non, alors d'abord, il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on dit. Je pense qu'il y a dans le champ de l'État, je pense qu'il y a eu des efforts considérables de fait. Et par exemple, sur l'informatisation de l'État, la digitalisation de l'État, si vous voulez, il y a eu des efforts considérables. Le ministère des Finances est donné comme exemple international en termes de modernisation, d'informatisation des systèmes, etc. Et les fonctionnaires de l'État ne sont pas très nombreux. Les effectifs de l'État ont baissé de façon assez continue et ont eu leur salaire bloqué depuis pas mal d'années et ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat. Donc je ne suis pas sûr que sur l'État, on puisse encore, je parle de l'État central, dire grand-chose de négatif. Je pense qu'il y a un énorme problème de collectivité locale, que ce n'est pas vrai que les suppléments de moyens des collectivités locales compensent des transferts de responsabilités. Il y a eu des transferts de responsabilités et qui peuvent expliquer qu'une toute petite partie des suppléments de dépenses. Je pense que les collectivités locales, elles, n'ont pas, il n'y a pas de management, quoi. Donc ne managent pas leurs équipes, ne managent pas leurs salariés. Et donc il y a un énorme problème de productivité dans les collectivités locales, par absence de management ou par lâcheté du management. Je pense que ça existe beaucoup moins dans l'État aujourd'hui qu'il y a 20 ans, dans l'État central. Et la santé, c'est un autre sujet. La santé, spontanément, moi j'ai beaucoup travaillé ça, la dépense de santé, si on ne la rationne pas, augmente 2 fois plus vite que le PIB. Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous dites c'est une dépense publique entièrement mutualisée. Donc vous la contraignez à n'augmenter que comme le PIB, ce qu'on appelle l'ONDAM en France. Ce qu'on fait, dépense de santé, elle est contrainte à 1,8% par an. C'est à peu près comme ça. Ça marche, simplement, vous rationnez la consommation de santé des Français qui spontanément voudraient consommer davantage de santé. D'une part, vous rationnez la consommation de santé des Français. Essayez de prendre un rendez-vous chez un ophtalmo, par exemple, vous allez voir ce que ça veut dire concrètement. Et deuxièmement, vous perdez de la croissance, puisque ce secteur qui pourrait créer des emplois, de la croissance, des innovations, des ADA, est rationné dans sa croissance. Donc le problème de la santé, c'est vraiment mon point d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas des bouts du système de santé qu'il faudrait sortir du champ de l'État ou de la mutualisation et considérer comme une dépense privée ? Et je suis trop long, mais je prends un autre exemple. Supposez, alors après ça, si je suis devant un public de gauche, ce qui ne saurait arriver ici, mais enfin on ne sait-on jamais, on va me dire, salopard, etc., la santé, c'est un bien public indispensable, machin. On aurait pu décider que les ordinateurs et les téléphones portables sont un bien public indispensable. Parce que vous savez qu'il y a une fracture numérique. C'est que les jeunes dans les banlieues, ils n'ont pas d'ordinateur. Donc ils ne peuvent pas chercher de boulot, ils ne peuvent pas connecter sur Internet, machin. Dans les écoles, dans les quartiers, on a moins d'ordinateurs que dans les banlieues riches. Donc il y a une fracture numérique. Donc l'État aurait pu décider, je vais résoudre la fracture numérique. L'ordinateur et le téléphone portable, c'est un bien public mutualisé. Comme la santé, c'est gratuit pour tous les Français. Et comme c'est un bien public, sa croissance ne peut pas être plus forte que celle du PIB. Et on n'aurait pas d'ordinateur, simplement. Donc vous voyez que cette logique en disant c'est un besoin primaire, donc c'est forcément public, donc forcément ça ne croît pas plus vite que le PIB, elle est catastrophique. Donc il faut sortir de cette logique-là. Et donc il faut faire une santé publique qui est la santé de confort, en gros. Vous vous rendez compte, mais il y a des... Enfin, je dis ça, mais c'est vrai, quoi. Il y a comme des gens qui sont nombreux, qui vont chez le médecin, qui payent 23 € pour se faire une facture de Doliprane à 1,70 € pour ne pas le payer de leur poche, quoi.
Hein, ça coûte 25 € à la collectivité au lieu d'1,70 € de la poche du mec. Enfin, c'est une honte. Donc la santé de confort, il faut la sortir du champ de la mutualisation. Voilà, je me suis... Non, c'est pas du Jean-Marc Daniel, c'est du bon sens. Oui, bonsoir. Très concrètement, demain, il y a le PLF qui sort, enfin, et il s'en suivra donc toutes les auditions de la Commission des finances et les séances plénières de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous, qui préconisez une réduction du champ de l'État, vous pensez qu'à terme, cette discussion publique aussi longue du budget doit être réformée et changée de fond en comble? Et ensuite, quelles sont les principales mesures ou quels sont les principaux débats que vous voulez voir apparaître dans ce débat du PLF, du projet de loi de finances à venir? Je crois que j'ai déjà partiellement répondu. J'approuve absolument complètement la stratégie du gouvernement en ce qui concerne la fiscalité, en ce qui concerne un certain nombre de dépenses. Je pense que, à nouveau, les dépenses d'investissement sont des dépenses que le secteur privé... L'important, c'est que les dépenses d'investissement supplémentaires sont des dépenses que le secteur privé n'aurait pas faites. Le secteur privé ne va pas isoler les logements anciens. Ça n'a aucune rentabilité pour le secteur privé. Le secteur privé ne va pas former les chômeurs. C'est trop compliqué, trop coûteux, trop difficile. Et donc, quand l'État fait des investissements utiles que le secteur privé ne peut pas faire, ensuite va baisser, c'est 2019, c'est pas le PLF 2018, les cotisations sociales sur les plus bas salaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Mon estimation, c'est que ce qui était prévu va créer 200 000 emplois peu qualifiés supplémentaires, ramène à 30% la taxation des revenus du capital. Si un Français aujourd'hui détient une action, s'il a le malheur d'être imposé à l'ISF, il va payer 74% d'impôts sur les dividendes. Évidemment, la conséquence, c'est qu'il n'a pas d'action, hein, et que la capitalisation boursière de la France passe dans les mains des non-résidents, et donc qui ont des systèmes fiscaux plus raisonnables. Donc on va passer à 30. Enfin, tout ça est extrêmement bien. Donc j'approuve complètement la stratégie fiscale, budgétaire, d'investissement. Mon problème, c'est le problème que j'évoquais tout à l'heure. Ceci doit se financer par des baisses de dépenses et pas par des hausses d'impôts. Et ces baisses de dépenses sont si massives qu'il ne s'agit pas de faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire des économies marginales. Donc il faut avoir une réflexion structurelle sur l'État au sens large, et en évitant de faire des bêtises. Par exemple, on parle de privatisation. Si l'État privatise des entreprises qui lui payent des dividendes élevés, c'est une bêtise absolue. L'argent des privatisations rembourse de la dette publique qui ne coûte rien et qui, même plus tard, coûtera sans doute moins que les dividendes que l'État reçoit. Donc il faut privatiser des actifs soit qui rapportent peu, soit que l'État ne sait pas gérer. La participation de l'État dans Renault ou dans Orange, il sait les gérer, parce qu'il n'y a pas à les gérer, quoi. Donc voilà, donc je crois que moi je plaide, et ça ne sera pas le PLF 2018, hein, qui est toujours dans le du petit nombre de petites économies, quoi, je veux dire, hein. Mais ceci ne marchera pas plus tard. Et plus tard, il faudra, ça ne peut pas se faire dans le cadre d'un budget sur une année, hein, il faudra le faire dans un cadre pluriannuel, avoir une réflexion à nouveau sur sera aussi gros. On va baisser de 60 milliards les dépenses, mais on va augmenter de 60 milliards d'autres dépenses. Donc on va changer internement la structure de l'État. Et ça, il faut arriver à le faire de façon intelligente. Tout d'abord, merci pour votre exposé. Je voulais vous demander, face à la cure libérale que vous proposez pour réformer le pays... Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Notamment en termes de services publics, est-ce qu'on ne doit pas craindre une augmentation des inégalités en France? Écoutez, d'abord, contrairement à une idée reçue, l'état des lieux aujourd'hui, c'est que la France est le seul pays de l'OCDE où aucun des indicateurs des inégalités ne s'est dégradé depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inégalités ni qu'il ne faut pas essayer de les faire baisser, mais au moins elles n'ont pas augmenté. Ce qui est quand même un motif de satisfaction, je trouve, assez important, y compris, vous le savez, pour les mesures d'inégalités nouvelles, hein, à la Piketty, où on regarde la part des 1%, des 0,1% dans le recul. Donc aujourd'hui, on a un niveau d'inégalité qui au moins n'a pas augmenté, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Deuxièmement, pourquoi est-ce que vous dites ça? Enfin, je veux dire, si vous baissez, un des chocs fiscaux importants,
c'est la diminution des cotisations, c'est l'annulation en fait pratiquement des cotisations sociales sur les plus bas salaires. Quand vous annulez les cotisations sociales sur les plus bas salaires, vous créez des emplois peu qualifiés et donc vous ramenez à l'emploi des gens peu qualifiés, donc vous réduisez. Donc je vois pas où dans le programme qui va être mis en place on a quelque chose. Après vous dites on supprime l'ISF sur les revenus du capital. Oui, mais enfin je veux dire bon, on a en France, et c'est des calculs de l'OCDE, une taxation moyenne du revenu du capital de 44%. Ça, c'est tout mélangé, hein, y compris l'assurance vie, etc., le livret A. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est 25. Le résultat de ce truc-là, c'est que le capital s'alloue ailleurs. Hein, puisque, évidemment, si vous avez une taxation plus élevée du revenu du capital, vous allez ailleurs mettre le capital. C'est-à-dire, il faut baisser la taxation du revenu du capital en France. Alors après, évidemment, quand vous baissez la taxation du revenu du capital, reçoivent des revenus du capital. Et les gens qui reçoivent des revenus du capital, c'est des gens qui ont des revenus plus élevés que la moyenne. Ça, on n'y peut rien. Ça va effectivement augmenter initialement les inégalités, mais vous allez normaliser le coût du capital en France, qui est un truc extrêmement important. Et à moyen terme, ce truc-là ne va pas augmenter les inégalités. Donc honnêtement, l'objectif des emplois pour les moins qualifiés, qui sont les chômeurs, et deux, vous savez que 60% des investissements aujourd'hui dans les pays de l'OCDE sont des décisions d'allocation des investissements par les multinationales. Non, c'est la multinationale machin qui dit mon usine là, je la mets en France ou en Italie ou en Espagne ou en Turquie. Et si vous tordez ces choix, c'est-à-dire si vous ramenez ces multinationales à l'idée qu'elles peuvent investir en France, vous avez un potentiel d'augmentation des investissements qui est considérable et qui évidemment sera fait au détriment d'autres pays. Ça, va falloir l'assumer. Bon. Mais je crois qu'en réalité, l'objectif, il n'est pas du tout de faire des politiques libérales. L'objectif, c'est d'accroître l'emploi peu qualifié et d'accroître le niveau d'investissement des entreprises. Hein. Oui, bonsoir Monsieur Artus et merci de votre présence. Donc vous intervenez aujourd'hui politique, donc je ne sais pas si on vous a déjà posé la question. Alors est-ce que vous seriez prêt finalement de relever ce défi de réforme? Réformer la France quand même, c'est un sujet assez politique, donc est-ce que vous serez prêt, vous, à commencer une carrière politique? Enfin, vous intervenez en tant qu'économiste actuellement. Alors justement, c'est une question... Vous plaisantez, il faut être cinglé pour faire de la politique. Il ne faut probablement pas avoir le choix de faire autre chose. Alors justement, cette question, vous êtes intervenu il y a 6 jours à HEC, donc j'ai cru que vous haïssiez cette école, donc d'après votre intervention. Alors justement, est-ce que finalement, vous ne seriez pas en train de préparer une carrière politique? Enfin, c'est une question assez sérieuse. Écoutez, je crois... non, c'est une question... Je vais répondre à une autre question, mais en réalité, est la même. Je crois qu'il est très important qu'il subsiste dans ce pays des économistes qui ne soient pas liés au gouvernement ou aux partis politiques ou aux syndicats. Parce que ces économistes garderont leur liberté de parole. Et c'est même un très bon économiste, mais que vous avez un lien avec un gouvernement. Par exemple, j'ai de très bons amis qui sont dans les cabinets des ministères et qui sont d'excellents économistes. Mais du jour où ils sont dans un cabinet, ils n'ont évidemment plus du tout le droit ni la possibilité de critiquer quoi que ce soit de la politique économique du gouvernement. Et donc il faut absolument qu'il reste un très grand nombre d'économistes totalement indépendants qui sont dans des positions qui leur permettent de dire quand ils sont contents, de dire quand ils ne sont pas contents, et que leur paye à la fin du mois n'a aucun rapport avec la politique du pays. Et voilà, donc et je trouve qu'il est extrêmement important qu'il y ait des économistes du secteur privé. Du secteur public, c'est pas tout à fait certain que vous avez toujours votre liberté de parole. Pas tout, votre employeur, c'est l'État. Rappelez-vous que Macron veut faire la politique des dépouilles. Hein, il veut que les hauts fonctionnaires adhèrent à sa politique économique. Donc si vous êtes un économiste du secteur public, je peux vous dire, j'ai fréquente. Hein, les types, ils sont bords de trouille, quoi, je veux dire. Hein, donc ils ne vont pas raconter... Bon. Donc je pense qu'il est très important qu'il reste des gens qui soient des économistes indépendants et payés par le secteur privé. Ce qui est la seule garantie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est très mal vu d'être payé par le secteur privé.
Mais en plus, si c'est une banque, et en plus, si c'est une banque d'investissement, je vous raconte deuxième pas. Administrateur Total, donc moi, je peux pas être dans la rue avec un t-shirt marqué Total devant, Natixis derrière, mon espérance de vie est de 15 minutes. Hein. Mais c'est quand même très important qu'on ait des gens un peu comme moi, alors il y en a plein, hein, mais des gens qui puissent dire absolument ce qu'ils pensent à tout moment sans aucune conséquence négative pour eux, quoi. Hein. D'accord, bah, je vous remercie pour votre réponse. On va prendre peut-être une dernière question avant de se laisser malheureusement. Bonsoir. J'avais une question. Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la crise de 2007 en disant que c'était plus une crise de la dette. Est-ce que ça ne serait pas une crise au niveau du modèle global de la finance? Est-ce qu'on aurait tiré toutes les leçons de cette crise? Et j'aimerais avoir votre regard sur les nouvelles pratiques comme le trading haute fréquence ou d'autres ou comme la titrisation qui sont encore actuellement utilisées. Et comme chez Natixis, je sais qu'ils utilisent ces deux pratiques. J'aimerais avoir votre regard sur cela. Alors j'ai écrit dans les papiers de recherche de ma banque, hein, j'ai écrit un papier l'autre jour qui s'appelait « Nous n'avons tiré à peu près aucune des conséquences de la crise de 2007 ». Donc sur le fond, je ne suis pas en désaccord avec vous. Je veux dire pourquoi je ne suis pas forcément en accord sur les exemples. Qu'est-ce qu'on n'a pas tiré comme... On a déjà répondu à ça d'une partie. On a continué à s'endetter. On a continué à s'endetter. Et évidemment, c'était une crise de l'excès d'endettement en 2007. Donc laisser l'endettement continuer à augmenter. Et ça, c'est un gros problème de politique monétaire. Les banques centrales n'ont pas aujourd'hui comme objectif de contrôler l'endettement, hein, dans la plupart des pays. Donc la poursuite de la hausse de l'endettement est quelque chose qui est extrêmement dangereux, je trouve, hein, qu'on n'aurait pas dû laisser faire après 2007. Ensuite, on n'a pas bien compris que la finance, au sens très large, allait toujours dans les trous de la réglementation. Donc on a très fortement réglementé les banques. Je peux dire que dans une banque aujourd'hui, la prise de risque est infinitésimale. Si vous regardez les résultats de Natixis, c'est à l'euro près les mêmes tous les trimestres, hein, quel que soit que les marchés montent ou baissent. Il n'y a aucune prise de risque. Ça devient la finance bancaire, ça devient une prestation de service. Ça ressemble plus à Ernst & Young qu'aux banques d'avant. Hein. Et par contre, comme la finance bancaire est extrêmement réglementée, les risques sont allés se loger dans la partie non réglementée ou moins réglementée de la finance, c'est-à-dire les fonds, ce qu'on appelle le shadow banking. Hein. Bon, il y a pas, un certain nombre de fonds d'investissement, le bitcoin et les monnaies bizarres parallèles qui sont un scandale affreux où il faudrait prendre tout le monde, etc. Et donc la prise de risque aujourd'hui, et c'est ce que les régulateurs n'ont pas compris, c'est que la prise de risque, elle est simplement glissée vers les parties moins réglementées. Et ça, on n'a pas non plus appris ça du passé. Dans le passé, on avait sous-réglementé la banque d'investissement, et c'est là que s'étaient logés les risques. Aujourd'hui, on sous-réglemente les fonds d'investissement, et c'est là que se logent les risques. Après, sur votre question, alors je pense que il reste une grande prudence dans le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, dans la mentalité collective, le type dangereux, c'est le banquier, quoi. En plus, il est antipathique, etc., quoi. Mais la pratique bancaire a incroyablement changé. Vous dites la titrisation, c'est une très bonne pratique, la titrisation. Ça transforme des crédits en obligations, ça permet aux assureurs de les acheter. C'est une très bonne pratique si elle est transparente. C'est-à-dire si l'assureur, il sait ce qu'il achète, ce qui est le cas aujourd'hui. En 2007, on lui vendait des machins qui étaient construits de manière à ce qu'ils ne comprennent pas. C'était une logique inverse. Donc je ne crois pas du tout aujourd'hui qu'il reste un risque dans les banques. Quand vous voyez les crises bancaires, par exemple ce qui se passe encore dans le système bancaire italien, par exemple, ou espagnol, c'est l'héritage de 2007 qui n'a juste pas été purgé 10 ans après. C'est des banques qui ont caché leurs pertes en réalité depuis 10 ans, et à un certain moment, elles sont bien obligées de les montrer, quoi. Mais ce n'est pas des choses nouvelles. Donc là, le risque, il est ailleurs dans la finance. Et je pense en particulier qu'on est totalement irresponsable chez les régulateurs. Et je vais redire un mot du Bitcoin, je suis étonné qu'il n'y ait pas eu la question. Ce truc est un scandale abominable. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être. Alors bien sûr, derrière, il y a une philosophie extrêmement généreuse qui consiste à dire, c'est l'étalon or, hein. Donc on a un actif financier monétaire dont l'offre n'est pas régulée par des types dangereux dans les banques centrales. Ça résulte d'un processus de mining qui d'ailleurs est arrêté aujourd'hui, ce qui fait que la quantité de Bitcoin, sauf avec les états, est à peu près constante. Vous ne pouvez pas avoir une
Donc le Bitcoin finira dans un effondrement abominable. Les escrocs, en réalité, ça devrait être absolument interdit, ce genre de truc. Voilà. Et là, le régulateur est trop gentil, il dit ouais, mais c'est des gentils bobos, ils ont une vision sympathique de la société où il y a des monnaies comme ça qui apparaissent et qui sont gérées, n'importe quoi, c'est juste de l'escroquerie, quoi. Voilà. Bon, mais il y a pire, il y a des gens qui achètent dans des fonds d'investissement, qui achètent des actifs à 30 ans, qui sont absolument impossibles à revendre avant la fin des 30 ans et qui les financent en s'endettant à 8 jours. Ça, c'est des criminels aussi, et ça, c'est pas régulé. Hein, pas régulé. Donc, il y a la liquidité, par exemple, les problèmes de la crise de liquidité, c'est quelque chose qui reviendra. Parce que le régulateur, il a tellement passé de temps à réguler les banques qu'il a oublié de regarder plein d'autres endroits. Bon, bah, c'est sur cette note d'optimisme qu'on va se quitter. Merci Patrick Artus, au nom de toute l'école.